Bonjour et bienvenue dans Cours de récré, le podcast qui retourne à l'école. Je m'appelle Anne et, chaque mois, je vous propose d'aller passer le temps d'une grande récré avec des enseignants, ceux qui rêvent de le devenir, ceux qui l'ont été, des enfants, des membres du personnel encadrant, mais surtout avec les anciens élèves que nous sommes tous, finalement. Dans les cartables, nous découvrirons les histoires de chacun, des souvenirs de scolarité heureuse ou pas, des regrets peut-être, mais aussi des aspirations et des rêves d'école idéale. Oui, ici on fait le chemin à l'envers et on réfléchit à l'avenir parce que l'école, c'est un peu tout ça. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter Corentin. Corentin est né au début des années 90. Il est très grand et a suffisamment d'autodérision pour porter chaque jour de la semaine précédant les vacances un pull de Noël différent en classe. En fouillant dans son cartable, nous avons trouvé des POGs, une vocation scientifique, un feu tricolore et un mémoire sur l'écriture des chiffres en miroir. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Corentin. Bonjour. Est-ce que je peux te laisser te présenter ? Ça va être rapide. Je m'appelle Corentin, j'ai 25 ans et depuis la fin de mes études l'année dernière, en juin 2018, j'ai commencé à faire des remplacements en école élémentaire. Ok, donc on va y revenir tout à l'heure, mais d'abord j'ai un petit rituel. Si je te dis cours de récré, quelle est la première image qui te vient en tête ? Les POG. Les POG ? Les POG, c'était... C'était la mode C'était la mode, alors ça date même avant que je sois né, je crois. Mais quand on était à l'école, on collectionnait les POG. On pouvait jouer sur la cour de récréation avec les POG, ce qui est un peu plus difficile maintenant. Donc toi, tu étais sur les cours de récré dans les années 90, fin années 90. Alors, entre 95 et 2004, à l'école. Donc les POG, c'était des petites cartes qu'on collectionnait, si je me souviens bien. Des petits ronds Ouais, en carton ou okay. en plastique qu'on empilait. Pour gagner, il fallait tout faire sauter, je crois, dans mon souvenir. Bah, c'est ça, mais je m'en souviens un peu. Donc toi, tu jouais au POG sur la cour de récré. Oui. Et en dehors de ça ? Alors, les billes, ça, je pense que c'est intemporel. Les billes, il y a eu aussi, pendant que j'étais à l'école, les cartes Pokémon qui sont arrivées avec le dessin animé en parallèle. Bon, j'y jouais pas trop, mais sinon, c'était plutôt le loup, on jouait au loup, cache-cache. C'est plutôt des moments sympas dans ton souvenir ? Très sympa. Ouais. Très, très sympa. T'étais heureux d'une manière générale à l'école ? Oh oui, car j'ai fait beaucoup de copains et on est encore copains actuellement. Ouais. Des amitiés qui durent depuis plus de 20 ans. Donc, ouais, des vrais liens. Ça se conserve. Ouais, tu m'étonnes. C'est précieux. Ouais, ça c'est sûr. Et quand tu étais donc cet enfant sur ta cour de récré qui jouait au POG, est-ce que tu imaginais ton avenir ou est-ce que tu te laissais complètement porter ? Si on t'avait demandé qu'est-ce que tu voudras faire quand tu seras grand, t'aurais répondu quoi ? Est-ce que j'aurais répondu policier ou pompier comme beaucoup de petits garçons ? Je ne sais pas. Tu sais plus. Là, je ne sais plus. En tout cas, tu disais pas forcément je veux être maître d'école. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. C'est vrai ? Je pense que l'enseignement en école n'était pas forcément la voie que j'aurais souhaité. J'aurais peut-être préféré un métier dans les sciences. Donc là, tu m'as dit que tu faisais des suppléances. Oui, c'est ça. Tu es en mission dans une école primaire. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer auprès de quelle classe ? Alors j'ai cette année, donc c'est pour remplacer une collègue qui est en CE1, CE2, dans une petite école rurale d'Ille-et-Vilaine. Et est-ce que tu sais pour combien de temps ? Alors c'est un congé maternité plus un congé parental. Je suis rentré début novembre 2018 et je resterai jusqu'à la fin de l'année scolaire. Oui, donc c'est une mission vraiment longue. Longue, mais du coup très intéressante. Oui, bien sûr. Parce que quand on est suppléant, comment ça fonctionne en fait ? Tu te portes candidat, j'imagine que tu es sur un listing. C'est ça, je suis inscrit sur un listing des maîtres suppléants pour toute l'Ille-et-Vilaine. Et en fonction de mon lieu de domicile, je suis affecté, on peut m'appeler ou j'appelle pour savoir s'il y a des postes dans mon secteur, un secteur plus ou moins proche. Et après, je prends contact avec l'école et
et c'est reparti. Donc là, c'était un congé maternité, donc c'est des absences qui sont prévisibles. Absence prévue, oui. Mais s'il s'agit d'absences imprévues, ça signifie que tu peux être appelé du vendredi pour le lundi, par exemple, quelque chose comme ça? Oui, c'est arrivé l'année dernière. Donc l'année dernière, j'ai terminé mon master et j'étais également stagiaire tous les vendredis dans une école. Ma tutrice dans l'école a eu un arrêt imprévu pendant la semaine. Le vendredi, j'étais de toute façon dans l'école et le samedi, on m'a appelé pour savoir si je pouvais commencer le remplacement, la suppléance, dès le lundi. Donc, qualité première du suppléant, adaptabilité. Adaptabilité et disponibilité. Ouais. Et À toute épreuve. aimer l'inconnu. C'est ça, aimer l'aventure. Ouais. Aimer l'inconnu, l'aventure et s'adapter très rapidement. C'est pas si simple. Pas si simple. Non. Surtout qu'on ne connaît pas les élèves. Il faut apprendre à connaître les élèves, leur passé, leur façon de se construire, de travailler, pour pouvoir au mieux les accompagner pendant la suppléance. Mais pour cela, tu es en contact, j'imagine, avec l'enseignant titulaire du poste? Oui. Ouais. Alors pour congé maternité, c'est un peu plus compliqué car elle se repose actuellement. Mais sinon, de temps en temps, j'envoie des mails. Tu peux avoir des contacts. Pour lui dire comment ça se passe. Mais tout à l'heure, tu me disais que quelques années auparavant, tu n'aurais pas forcément imaginé que tu puisses exercer ce métier, même temporairement peut-être, je ne sais pas. Donc, qu'est-ce qui t'a amené finalement à te porter candidat À la base, je préférais aller vers l'enseignement donc, des sciences de la vie et de la Terre en secondaire, en collège et lycée. Mais au cours de différents stages lors de mes études, je me suis rendu compte que des filtres commençaient à se mettre en place auprès des adolescents. Et ces filtres en sciences étaient un peu perturbants. Des réponses, des fois, étaient pertinentes, mais le regard des autres faisait que les élèves ne voulaient pas dire la réponse alors que c'était pertinent et véridique. Ce n'est pas la même spontanéité, en fait. C'est ça. C'est ça qui je préfère la spontanéité des enfants plus jeunes. Depuis ces stages. Donc c'est pour ça que tu as réorienté un peu ton regard. Un tout petit peu. Même si je reste un scientifique au sein d'une école. Et si le petit Corentin que tu étais toi était un de tes élèves d'aujourd'hui, en CE1, CE2, donc 7-8 ans, quoi. Qu'est-ce que tu pourrais dire de lui? Qu'il était sage. Ouais. J'ai un souvenir de CP, donc c'est un peu plus jeune. Mais je me souviens que j'aimais bien terminer vite mon travail. Et plutôt bien. J'étais plutôt bon élève. Sage. Bavard. De temps en temps. Non. Bavard, pas trop. Mais j'aimais bien rigoler. Ce n'est pas pareil. Oui, on a le droit en même temps. On a le droit de rigoler. Si on rigole pas quand on est enfant, on rigolera jamais. En fait, là, tes suppléants, c'est ce que tu expliquais, quoi. Il s'agit de se glisser dans l'univers professionnel de quelqu'un, mais en même temps, toi, tu arrives avec ta personnalité, tes points de vue, donc tu dois aussi, j'imagine qu'on a envie aussi d'imprimer un peu sa patte, son style. Donc, comment on trouve l'équilibre? Alors pour cette année, c'est un peu particulier car je suis parti du fonctionnement de l'enseignante titulaire du poste, qui avait un fonctionnement très personnel. Et à partir de ce fonctionnement-là, j'ai édulcoré, enlevé certaines choses qui, pour moi, n'étaient pas... Te correspondaient moins. Me correspondaient moins, et du coup, j'ai apporté peut-être un petit côté rigueur scientifique, des choses carrées, un règlement propre et précis. Oui, tu es arrivé avec ta formation scientifique, donc un état d'esprit qui était peut-être un peu différent. Un peu différent, mais je me remets en question car ça reste des enfants. Moi, j'ai ma rigueur scientifique d'étudiant et donc ça me permet d'aborder les choses de façon un peu différente de ma collègue, mais tout en gardant, pour éviter aussi un trop grand écart entre son fonctionnement et mon fonctionnement, je préfère aller dans l'évolution. Douce, peut-être qu'en mars ou en avril, si on se reparle, je pourrais dire le fonctionnement qu'il y avait en début d'année avec ma collègue n'est pratiquement plus présent dans la classe parce que j'y ai mis ma patte. Petit à petit. Et on fonctionne dorénavant d'une autre façon. C'est ça. Qu'est-ce qui te semble le plus difficile dans ce métier? Sur quoi tu as le sentiment, toi, de devoir travailler le plus? Le silence. Ouais. Parce que je suis dans une classe assez bavarde. Et la gestion du bruit. J'aime bien le silence. Donc j'essaye de leur apprendre à travailler en silence.
D'autant que dans cette classe, il y en a qui aiment bien travailler aussi en silence, qui aiment bien le calme Bien sûr. pour travailler. Et donc quand certains ou certaines veulent discuter un petit peu, ça peut aller si c'est un tout petit peu. Bien Mais sûr. à partir du moment où ça prend une ampleur, où on entend que ça discute d'un côté, d'autres élèves vont commencer à discuter, et ça va être la surenchère pour qui va parler le plus fort, et là on perd un peu le groupe. Donc dans ton cartable virtuel, tu as plein de petits trucs pour établir le silence, maîtriser le bruit. J'ai mis en place, dès mon arrivée, le fonctionnement d'un feu tricolore. Ah, d'accord. Oui, donc il y a une lumière verte. D'accord. Donc c'est souvent les moments où ils ont le droit de parler librement. C'est souvent au moment de l'accueil. Donc là, on n'est pas forcément encore en classe, on n'est pas totalement rentré dans les apprentissages. Donc ils ont le droit de parler librement. Donc le feu est vert. Si le feu est orange, c'est qu'on est en travail de groupe. On travaille tous ensemble. Donc il faut lever le doigt pour demander la parole, écouter les autres. Ça peut être aussi des moments de travail de groupe où là, on a le droit de chuchoter. Et enfin, il y a la troisième couleur, le rouge, où là, c'est le silence total, c'est que c'est un travail en autonomie totale. Là, normalement, on entend une mouche voler. Donc c'est toi le préposé au feu tricolore, c'est toi le gendarme. C'est moi qui ai la télécommande pour changer la couleur. Et comme j'ai un double niveau, des fois, il peut y avoir la lumière rouge, mais certains ont le droit de parler car ils sont dans le niveau avec qui je travaille en groupe. Et ça fonctionne bien ? Ça fonctionne plutôt bien. Oui. Bon, à partager alors ? À partager. Tu m'as dit que cette mission allait durer plusieurs mois, on est d'accord. Oui. Donc c'est le temps nécessaire pour commencer à se sentir chez soi en quelque sorte dans cette classe, pour créer des liens, y compris avec les collègues, mais aussi avec les enfants. Est-ce que tu penses déjà, maintenant, là au mois de décembre, que ce sera compliqué pour toi de rendre les clés à la fin de l'année scolaire ? Je pense, même énormément. C'est vrai ? Je suis dans l'école presque depuis 2 ans, comme j'ai été stagiaire dans cette école. Ouais. Donc les liens avec les collègues, et voilà, on a commencé déjà à se connaître l'année dernière. Et les enfants, ils m'ont déjà vu l'année dernière aussi. Donc déjà l'année dernière, c'était un petit pincement au cœur. Comme je n'étais là que le vendredi, ça n'a pas été non plus... Mais justement, c'est intéressant. Ça veut dire que même en étant là qu'un jour par semaine, il y avait quand même ce lien sur l'année qui se crée. On s'attache aux enfants. Et inversement. Et inversement, oui. De temps en temps, on reçoit des petits mots. Ouais. Vous êtes gentil, monsieur. Ouais. Ça fait quoi, ça ? C'est gratifiant ? C'est gratifiant, je pense que c'est le terme à utiliser. Gratifiant. Ça fait partie du moteur pour continuer à avoir envie d'avancer ? Oui. Même si j'aime bien aussi les défis que peuvent poser certains élèves. Oui, plus compliqués. Qui sont soit en grande difficulté, mais qui sont attachants justement parce qu'ils ne lâchent rien. C'est ça. Soit des élèves qui n'ont pas forcément la vocation d'être élèves, mais j'ai compris qu'ils apprenaient quand même. Le système scolaire n'est pas forcément adapté, mais voilà, on sent qu'ils apprennent quand même des choses d'une autre façon, que ce soit dans la vie de la classe, de la cour. Ils apprennent des choses même en dehors du cadre classe et la rigueur. Purement académique. C'est ça. Ouais. Alors dis-moi, tu es dans une école maternelle et élémentaire. C'est un univers qui est quand même majoritairement féminin. T'es d'accord, je pense ? Oui. Cette école ne doit pas faire exception, ça m'étonnerait. Les hommes sont plutôt rares dans les écoles élémentaires et maternelles. Alors, est-ce que c'est une difficulté supplémentaire pour toi ? Je dirais rien à tes collègues, promis. Sauf s'ils écoutent. Est-ce que c'est une adaptabilité top niveau, du coup ? Comment on s'insère dans un groupe très féminin comme ça ? Pour moi, ça n'a pas forcément été une grande difficulté. Mon cursus universitaire a fait qu'en biologie, il y avait 1/3 d'hommes et 2/3 de femmes. Ouais. Arrivé en études pour l'enseignement, c'est encore plus on se retrouvait féminin. à 90% de femmes contre 10% d'hommes. Donc on s'y habitue. On apprend à travailler avec les femmes. Ce n'est pas difficile du tout. Non, les collègues sont super, d'autant qu'une des collègues a été ma tutrice l'année dernière quand j'étais stagiaire dans sa classe. D'accord. Donc elle m'aide. Elle m'aide beaucoup. Il y a des liens plutôt bienveillants, accueillants. Oui, très bienveillants. Des petites astuces, des petits conseils pour aborder une notion. Mais sans que toi tu te sentes... parce que voilà, c'est des gens qui sont en poste depuis longtemps. Toi, tu es suppléant. Est-ce que tu te ressens pas forcément de
de différence de point de vue, de traitement, de je sais pas. Pas de traitement. Même de ta part à toi, hein, de te sentir moins à l'aise ou c'est pas simple. Comme la suppléance est de longue durée, Ouais. Tu te sens légitime. C'est plus facile. Ouais. C'est sûr que si la suppléance avait duré 1 semaine et demie, là, c'est compliqué de prendre racine dans une école, de vraiment écouter les collègues, car on sait que 10 jours plus tard, on est reparti. Là, le fait de rester toute l'année scolaire, ça permet de se faire une place. D'échanger, de proposer des idées des fois. C'est ça. C'est ça que je voulais savoir. Si, toi, tu arrives à oser proposer des idées, comment elles sont reçues. L'idée de la lampe, du feu tricolore. Ouais. On a discuté en réunion de cycle. C'est passé. Mes collègues ont validé l'idée. Donc, chouette. Donc une proposition, un échange qui fonctionne. Et ça aussi, c'est gratifiant, je pense. C'est gratifiant aussi. Ouais, c'est sûr. Et je les remercie. Est-ce que tu as le souvenir, au cours de ta scolarité, d'un ou même de plusieurs enseignants, je ne sais pas, qui t'auraient marqué, voire inspiré, tu vois, à qui tu pourrais repenser aujourd'hui quand tu fais classe? Alors, c'est un professeur d'SVT en lycée qui m'a donné la vocation de vouloir devenir professeur d'SVT. Peut-être plus par ses blagues que le contenu. Je me suis dit que les profs peuvent être cool aussi, peuvent être sympas. Clair. Ils ne sont pas toujours rigides et on peut apprendre. On peut apprendre dans des conditions agréables. Ouais. Et justement, en dehors de ce que le programme impose, qu'est-ce que tu aimerais leur transmettre à tes élèves? Le vivre ensemble. Ma classe étant une classe assez bavarde, des fois il y a des petits conflits. Et s'ils ressortent à la fin de l'année, pas forcément tous copains, mais qu'ils apprennent à se respecter, je pense que c'est la base. Le respect. Le respect des autres. Ça, c'est du quotidien. C'est du quotidien. Il y a des règles dans la classe, il y a des règles sur la cour, il y a des règles dans l'école. À la fin de l'année, s'ils ont acquis le respect de l'autre, et en dehors de l'école aussi. Oui, bien sûr. Le respect de l'autre, des différences, je pense que j'aurais gagné. C'est clair. Et moi, j'ai vu que tu avais mis en place, alors j'ai vu ça dans une autre classe où je suis passée, j'ai mené ma petite enquête, j'ai vu que tu avais mis en place un travail sur les chiffres, et en particulier sur l'apprentissage de l'écriture des chiffres. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu de quoi il s'agit? Alors ça c'est l'année dernière, dans le cadre de mon mémoire justement de master, où j'ai pu donc, observer une autre classe encore de l'école. Une autre collègue m'a gentiment accueilli pour voir comment les élèves écrivaient leurs chiffres. Donc, c'était une classe de CP. Et à partir de petits tests, on a mis en place avec la collègue des dictées, justement pour limiter cette écriture. Alors moi c'est l'écriture en miroir, précisément. Donc est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que l'écriture en miroir? Alors l'écriture en miroir, c'est compliqué de le dire juste avec la voix. C'est quand on va écrire un 3, mais en commençant à droite. C'est ça, il est inversé en fait. Il est inversé par un plan vertical. Et c'est courant chez les enfants, petits? Alors normalement, tout le monde passe par là. Donc même moi qui ne m'en souviens pas, je suis passé par là. Mais ça se résout en CE1 ou en CE2, souvent. Même avant, ça peut se résoudre avant, cette écriture en miroir. Tout le monde passe par là et c'est le fait d'avoir discuté avec des parents qui s'inquiétaient parfois de voir leur enfant en grande section en CP écrire en miroir qui m'a fait choisir ce sujet. Et donc, qu'est-ce que tu avais fabriqué? Moi, j'ai vu des espèces des boîtes, cases. Ouais, voilà, des boîtes. Alors, les boîtes, là, c'est inspiré des travaux de Montessori, où on passe par le geste dans une matière rugueuse, donc le sable, pour écrire le chiffre et également placer des pions pour bien représenter le chiffre dans le bon sens et avec la bonne écriture. Donc tu as mis ça en place comme méthode d'apprentissage. Et est-ce que tu as vu après les résultats? Alors on a mis ça en place en février et j'ai refait une évaluation diagnostique, une petite évaluation pour voir les résultats et on s'est rendu compte que l'écriture en miroir avait fortement diminué. En fin d'année, on a dû passer de 70% d'écriture en miroir à 35 ou 30% d'écriture en miroir, à peu près. Donc une belle évolution et qui m'a confirmé que ce type de méthode, parmi d'autres, une seule méthode ne va pas résoudre tout, mais c'est la conjugaison de différentes méthodes qui va permettre de consolider l'écriture. L'apprentissage de l'écriture. Mais dans l'avenir, est-ce que tu imagines continuer cette démarche de recherche ? C'est un doux rêve, je pense. Ouais. Là, le fait d'être toute l'année
me bloque un peu dans cette recherche. Bien sûr. Mais je pense qu'un jour, je retournerai peut-être à cette recherche et pourquoi pas développer d'autres méthodes avec d'autres collègues. Parce que ça te bloque, mais en même temps, j'imagine que ça fait apparaître aussi certains problèmes sur lesquels tu pourrais avoir envie de réfléchir, justement. Quand je dis ça me bloque, c'est surtout que la classe, c'est très prenant. Ouais, c'est ça, c'est au niveau du temps, c'est le temps qui te reste. On passe tellement de temps en classe pour les élèves. Bien donc, sûr, dans les préparations. Les préparations, les corrections, les surprises, des fois. C'est ça, bonnes ou mauvaises. Bonnes ou mauvaises. Mais tu es suppléant, donc c'est un statut qui est temporaire. C'est temporaire. Donc il va falloir à un moment donné faire le choix de passer le concours ou de repartir sur une voie purement de recherche. C'est pour ça que je me laisse l'année, pour réfléchir. Pour l'instant, ce n'est pas encore décidé, mais je me laisse au moins cette année pour réfléchir, à faire ma suppléance. Et l'année prochaine, je verrai si je me réinscris au concours ou si je refais encore une année de suppléance. Et pourquoi pas... Il y a beaucoup de demandes pour les suppléances Alors, il y a beaucoup d'offres, plutôt. Il y a beaucoup, c'est ça. Il y a beaucoup d'offres et assez peu de suppléants. Surtout dans un secteur rural comme ici, où il y a assez peu de suppléants. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ton cartable pour parer à toute éventualité? Est-ce que tu as ça, toi? Toute éventualité, c'est-à-dire? Ah, il peut se passer n'importe quoi dans ta classe. Hop, tu as la solution dans ton cartable, virtuel ou réel d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un couteau suisse de l'enseignant suppléant Non, t'as pas des petits trucs juste à toi Tu vois, les collègues sont perdus, tu dis « Ah oui, mais moi je sais, j'ai la solution parce que j'ai ça. » Ou l'enfant, il a besoin de ça. « Ah oui, mais moi je sais, j'ai ça. » Des fois, pour gérer des petites crises de comportement, une petite agitation temporaire, j'ai toujours un petit jouet anti-stress, si on veut. C'est intéressant. Pour le transmettre. Donc, actuellement, c'est un cube anti-stress. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Bon, tu vois, voilà, c'est ça que je voulais savoir. Sinon, j'allais dire le chocolat, mais ça, c'est pour moi. Ouais, moi, c'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est ça, là, c'est plus... Alors, demain, c'est les vacances de Noël. Oui. Moi, quand j'étais enfant, j'ai un souvenir d'une période d'effervescence. C'était un peu magique, on préparait des spectacles, on mangeait des gâteaux, on faisait des jeux, on regardait des films. Et moi, ça remonte très loin. Regarder un film, c'était déjà extraordinaire. Comment ça se passe les derniers jours d'école en 2018 dans ta classe et dans ton école? Est-ce qu'il y a cette même effervescence? Très grande effervescence. Ouais. Ça fait des journées assez chargées pour nous, pour moi. Parce que qu'est-ce qu'il y a de spécial cette semaine à faire? Alors demain, le dernier jour, va être très chargé. On ne va pas avoir beaucoup de temps car, pour travailler. Bien sûr, on travaille jusqu'au dernier jour. Bien sûr, dernière minute. C'est ça, jusqu'à la dernière minute. Tant que ça n'a pas sonné 16h30, on travaille. Plus sérieusement ou pas. Donc demain matin, vendredi 21 décembre, nous allons rencontrer le Père Noël. Wow. Donc à la récréation. La chance. On va travailler quand même jusqu'avant. Et après, je pense que la journée ne m'appartiendra plus. On va rencontrer le Père Noël après la récréation. On va faire sans doute quelques petits coloriages de Noël. Et l'après-midi, on va aller assister à un spectacle. Donc avec les élèves. Et on terminera la journée par réorganiser un peu la classe pour accueillir les parents. Car nous allons accueillir les parents dans la classe. D'accord. Après la classe, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils viennent faire dans la classe? Alors, les parents viennent découvrir un peu la classe pour certains qui ne viennent pas les déposer le matin ou viennent les récupérer. Et aussi, les enfants leur ont préparé un petit cadeau justement pour Noël. Et après être passé dans la classe... Des petits cadeaux individuels que les parents viennent récupérer dans la classe. Des petits cadeaux individuels, chaque parent va avoir son cadeau offert par son enfant qui l'aura fait de ses propres mains. Bien sûr. Bon, donc, voilà. Sympa. Et on terminera la soirée par un petit concert, un petit concert de Noël. Toutes les classes de l'école ont appris une chanson en lien avec Noël. Et nous passerons sur une scène qui a été montée dans la cour de l'école. Pour montrer aux parents que nous savons aussi chanter. Qu'est-ce que tu as mis dans ta liste pour le Père Noël, toi, professionnellement parlant, j'entends? Un épanouissement professionnel, que ce soit dans l'enseignement ou dans la recherche, si je me réoriente dans la recherche. Pouvoir être à la fois faire, peut-être, ma liste pour le Père Noël, ça va être
de pouvoir faire de la recherche et en même temps avoir une classe, jongler entre les deux pour voir aussi l'évolution des élèves, ne pas être totalement coupé de l'école et être concentré sur une recherche, mais voir l'évolution des élèves, de leur écriture, car c'est un sujet qui m'intéresse. Donc finalement, ta recherche qui était au départ orientée sur les sciences et vie de la Terre, visiblement, tu la réorientes quand même complètement sur les sciences de l'éducation. Oui, sur les sciences de l'éducation. Car au final, c'est la base. Pour être élève, pouvoir apprendre, ça passe aussi par l'écriture. Enfin, par rapport à mon sujet, ça passe par l'écriture et je me dis que ça peut être intéressant de travailler là-dessus. Mais effectivement, je comprends ce que tu veux dire. C'est difficile de faire de la recherche sur des enfants, finalement, sur leur fonctionnement, leurs apprentissages, sans être soi-même de temps en temps baigné dans une école. Ça prend son sens, en fait, d'être au contact des enfants. Oui, ça permet de voir les enfants aussi avec leur caractère, leur fonctionnement propre. Leur réaction. Tandis que si j'étais en recherche seule, il y a des chances que je passe à côté de fonctionnement d'élèves. Parce que la théorie de l'être humain, c'est bien, mais elle doit être complétée par l'observation de la pratique. Et de la pratique. C'est ça. Puis je pense que, tu vois, d'après ce que tu me dis, je pense que ça te manquerait peut-être aussi juste le contact, l'échange avec les enfants. Oui. Ce côté aussi imprévu du quotidien, parce que voilà, une journée qui commence, on ne sait jamais ce qui va se passer finalement. On ne sait jamais comment elle va se finir. Il y a toujours une petite marge d'imprévu. Qu'est-ce que c'est le moment que tu préfères dans ta journée ? Avec les élèves, me dire que ce soir, ils auront appris quelque chose de nouveau. Je pense que ça peut être pas mal. C'est de sentir qu'une séquence fonctionne. Pas forcément toute la séquence, mais qu'à un moment, il y a un de mes élèves qui me dise « Monsieur, j'ai compris ». C'est ça. De lui-même, sans que je lui demande de me prouver qu'il a compris, me présente un travail qu'il a préparé et qui me montre qu'il a bien compris tout ce qu'on avait vu qu'il réinvestit ce que vous avez partagé. C'est ça. Bah écoute Corentin, j'espère que tes vœux seront exaucés, que le Père Noël va bien t'écouter. J'espère. Si tu as été sage, normalement. Moi je pense que même sans le Père Noël, ça me paraît quand même très réalisable. Merci. En tout cas, je te remercie pour ta confiance. Et puis je te libère parce que je crois que tes collègues t'attendent pour un petit repas de fin d'année. Oui, fin d'année. Fin d'année. Pas fin d'année scolaire, mais ça, fin d'année tout court. Il y aura un autre repas, je pense. Donc je te souhaite une très bonne soirée, des belles vacances. Merci. Et puis une belle fin de suppléance, plus qu'à la fin de l'année scolaire. Merci beaucoup. Très belles vacances, très belle fête de fin d'année. Ouais, je prendrai des nouvelles si tu veux bien. Parfait, on fait comme ça. Je te remercie Corentin. Merci beaucoup Anne. La récré est finie. Corentin a rejoint ses collègues pour profiter d'une soirée conviviale avant de poursuivre, malgré les vacances, ses préparations de classe consciencieuses ainsi que ses réflexions tournées vers l'avenir des sciences de l'éducation. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à découvrir la page Facebook ainsi que le compte Instagram dédié pour plus d'infos. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. À bientôt!